Bonsoir à tous. Je suis Jérôme Trani, donc je m'occupe du club cyber de l'école de guerre économique. Euh, le club cyber fait partie de l'association des anciens, donc a pour vocation à la fois pour les anciens et pour les externes de partager de la connaissance tout simplement. Donc que ce soit à travers de conférences comme celle-ci en ligne, étant donné qu'il y a eu la pandémie, ou sur des conférences généralement présentielles. Euh, c'est toujours ouvert au grand public. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir, surtout que de ce que j'ai pu voir, il y a pas mal de nouveaux parmi nous. Ce soir, on reçoit Fabien et Lockman sur une conférence pour protéger les populations vulnérables dans le cyberespace avec l'exemple du Cyber Peace Institute. Bruno Alopo devait être parmi nous ce soir, mais il a eu une urgence professionnelle, donc il n'a pas pu se joindre à nous. Mais ce n'est pas grave, on traitera quand même du sujet. Donc Lockman et Fabien qui travaillent au Cyber Peace Institute avec Bruno pourront vous en dire plus et je les laisserai se présenter parce qu'ils feront bien mieux que moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je demanderai à tout le monde de garder les micros coupés pour le bon déroulement de la conférence et vous pouvez poser vos questions dans le chat. Elles seront posées à la fin à nos deux intervenants. Et donc, il y aura un temps qui sera dédié pour vous permettre d'échanger et que ça soit constructif pour tout le monde. La conférence sera disponible en replay sur YouTube et je vous souhaite une excellente conférence. Lockman, Fabien, je vous laisse la parole et en tout cas, encore merci beaucoup déjà de prendre du temps pour cette intervention. Merci beaucoup Jérôme. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça nous fait super plaisir d'être avec vous ce soir. Notamment, vous le découvrirez, mais le Cyber Peace Institute a été créé il y a pile un an. Donc, on fête notre mois d'anniversaire avec vous. Alors, ça nous fait vraiment plaisir. On va se présenter en deux mots. Lockman, si tu veux bien, je te laisse commencer. Donc, je m'appelle Lockman Salamatian. Je suis dans la partie analyse du Cyber Peace Institute. Donc, moi, j'ai moi-même un bagage plus théorique de modélisation au départ. Et très naturellement, j'ai réalisé qu'un des enjeux encore central dans le cyber, c'était de voir comment on pouvait transformer beaucoup de ces thématiques qui sont techniques en des thématiques plus orientées sur l'humain. Et donc, très naturellement, moi, j'ai eu cette volonté de travailler dans quelque chose qui alliait ces deux univers-là. Et puis, le Cyber Peace Institute est arrivé comme de l'eau bénite dans mes questionnements. Et donc, ça fait maintenant 4 mois que je travaille là-bas et je suis très content. Pour ma part, alors, je suis un peu moins technique que Lockman. Moi, j'ai un background plutôt en sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Donc, vous connaîtrez mon accent peut-être de Suisse romand. Je vous rappelle qu'en Suisse romande, pour dire audiovisuel, on dit écoute-voir. S'il y a des amis suisses sur la conférence, salut à eux. Passage plutôt en sciences criminelles, secteur privé dans la cybersécurité. J'ai rejoint ensuite le comité international de la Croix-Rouge, basé à Genève, où je travaille dans l'équipe de cybersécurité, où je m'occupais vraiment de toute la partie sensibilisation au cyberrisque pour l'entier du staff autour du monde. J'ai eu l'occasion de pas mal voyager avant de rejoindre le Cyber Peace Institute dans une autre unité que celle de Lockman, qui est celle d'assistance. Et on va essayer ce soir de vous donner un petit aperçu des différentes unités et du fonctionnement un peu du Cyber Peace Institute, vraiment d'un point de vue pragmatique. Parfait. Donc, juste pour vous donner un peu de détails, pour vous donner une sorte d'overview d'où on se situe à l'heure actuelle. Donc, comme disait Fabien, on fête notre première année. On a été fondé en septembre 2019. Donc, on a une année d'activité. On a déjà une vingtaine d'employés avec un processus de recrutement très actif. Et on est localisé à l'heure actuelle à Genève, dans le Biotech Campus que vous pouvez voir sur l'image, qui est en fait un campus qui regroupe différents groupes de recherche, très pluridisciplinaires dans sa constitution de départ, et qui nous permet en fait d'avoir des interactions avec des gens de domaines très diversifiés et avec des techniciens et des non-techniciens. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est déjà très ouvert en termes d'environnement. Et donc on a, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va vous donner un peu une définition de ce qu'est le cyber peace pour nous. L'idée étant que, à l'heure actuelle, on voit beaucoup de termes émerger qui sont des termes où on rajoute le préfixe, cyber, et qu'il n'y a pas énormément d'efforts de définition rigoureuse. Et nous, un des premiers travaux auxquels on a été confronté, ça a été de réussir à venir et à développer une définition qui est une définition assez globale, qui nous permet en fait de prendre en considération pas mal de scénarios, mais qui reste aussi assez précise, assez exacte.
Et donc, la définition à laquelle on s'est adhéré, hein, on a eu pas mal de conversations, c'est que la paix cyber n'existe que quand car certains éléments je dirais, de droits de l'homme sont respectés et que ces éléments-là sont la sécurité, la dignité et puis l'équité. À ne pas confondre avec l'égalité, même si les deux sont très proches l'un de l'autre. Et pour nous, les conditions sine qua non pour que cette cyber peace soit validée, c'est 3 piliers majeurs. L'assistance, que Fabien va très certainement mieux expliquer que moi. Je lui redonner la parole. Merci Lockman. Effectivement, donc le pilier d'assistance, vraiment l'objectif pour nous, c'est d'avoir une action concrète sur le terrain en apportant de l'assistance à des populations vulnérables. Je dirais qu'il y a 3 aspects principaux là-dedans. Le premier, ça va être la coordination des efforts existants. Quelque chose qu'on ne veut surtout pas faire, c'est dupliquer des efforts déjà existants sur le terrain. Donc, on a vraiment l'objectif de faire des partenariats, de travailler avec les gens déjà sur le terrain. Une deuxième partie, c'est tout ce qui est le matériel de sensibilisation à la cybersécurité, vraiment très contextualisé, dédié à des populations définies. On n'a pas l'objectif de faire du matériel de sensibilisation grand public à large échelle. Le but, c'est vraiment d'être ciblé sur des communautés. Et le dernier aspect, celui qu'on discutera un peu plus durant la présentation, c'est ce qu'on appelle le réseau de cybervolontaires qu'on est en train de réfléchir à mettre sur pied. Voilà pour la partie assistance. Lockman, je te laisse reprendre sur ta partie. Donc, la partie, donc le deuxième pilier, en fait, qui vient a posteriori après l'assistance, c'est l'accountability, qui est un terme, en fait, qui n'a pas vraiment de traduction française. Généralement, on l'associe à la notion de responsabilité, mais c'est plus que de la responsabilité, c'est vraiment une sorte de traçabilité des actes sur le cyber. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une transparence et une responsabilisation des acteurs sur le cyber, ce qui va, en fait, avec le troisième pilier, qui est un pilier d'advancement, et qui est en fait un pilier juridique qui vise à la mise en place de normes, avec l'idée d'utiliser cette responsabilisation des acteurs dans l'optique d'arriver avec des législations qui permettent une amélioration du cyber, et avec toujours en creux cette volonté d'avoir cette cyber peace dont on discute, dont j'ai discuté au préalable. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va vous proposer un cas pratique pour réussir à illustrer les différents piliers. Et donc, je vais redonner la parole à Fabien qui va vous donner un peu de contexte sur l'histoire. Ouais, merci Lockman. Et donc, l'idée, c'est de traire d'un cas complètement fictif, hein, j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment une pure invention, c'est de vous raconter un peu l'histoire du Cyber Peace Institute, comment finalement ces 3 piliers s'activent les uns les autres et comment on peut finalement apporter cette assistance aux populations vulnérables sur le terrain. Alors, je propose de sauter dans notre petite histoire. Alors, je vous propose de voyager un peu, on va se rendre en Syrie. Alors, en Syrie, on a une ONG qui s'appelle Happy Helper, une petite ONG. Elle n'est pas si petite que ça, il y a quand même une quarantaine de personnes qui œuvrent pour cette ONG répartie entre la Syrie et le Liban. Et Happy Helper, ça fait maintenant plus de 18 mois qu'ils viennent en aide aux populations victimes de la guerre civile en Syrie au travers de différents convois humanitaires. Ils acheminent de l'eau, des denrées alimentaires pour ces différents réfugiés. Tout se passe bien, si on peut le dire, en tout cas dans leur opération habituelle, pas de problème. Jusqu'à un matin d'octobre, en arrivant au bureau un matin d'octobre sur le site, l'entier des ordinateurs sont paralysés. Victimes d'une cyberattaque, plus rien n'est accessible, impossible pour eux de démarrer les systèmes, impossible pour eux d'accéder aux emails, impossible d'accéder aux fiches de travail, plus rien ne se passe, plus rien n'est opérationnel. Alors rapidement, ils cherchent un peu ce qui se passe, ils tourne auprès de l'actualité internationale et la presse relate une cyberattaque massive qui a démarré la veille, qui touche surtout actuellement l'Europe occidentale, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et ça semble être de ce qu'on appelle une attaque de type ransomware, donc un logiciel qui va venir bloquer l'accès au système informatique et qui vous demande de payer une rançon pour pouvoir retrouver l'accès. C'est une attaque aujourd'hui qui est très classique et qui est probablement l'attaque la plus dangereuse pour les entreprises, que ce soit des entreprises privées, mais aussi pour des organisations non gouvernementales. Alors, c'est un peu la panique, vous vous doutez bien, parce que Fatima, qui est la directrice opérationnelle pour la région, comprend rapidement la gravité de la situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une organisation comme Happy Helpers, à partir du moment qu'ils n'ont plus accès à leurs emails, à leurs fiches de travail,
en fait, basiquement, leur travail devient impossible. Parce que la coordination de la livraison d'eau potable, la coordination de la livraison de nourriture, ça va se passer par le déplacement de camions. Il va falloir annoncer à différents checkpoints le passage des camions. Il va falloir coordonner avec les fournisseurs la collecte du matériel. Et en fait, basiquement, tout cela se fait au travers d'emails, se fait au travers des fiches de travail. Donc, on voit vraiment, on est dans une situation critique qui peut mettre en danger la vie des réfugiés. S'ils n'ont plus d'eau potable, s'ils n'ont plus de nourriture, ça va vraiment être compliqué. Alors Fatima, elle est un peu désespérée, donc elle a un ami à elle qui travaille dans une firme juridique basée en Turquie, qui est spécialisée dans le domaine humanitaire. Elle le contacte et Fatima va lui expliquer vraiment cette situation, dire OK, il n'y a plus rien qui se passe. On pense que c'est une attaque informatique qui semble s'appeler Wreck-Web, de ce que dit la presse actuellement, qui est une attaque de ransomware. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire de votre côté pour nous aider à remettre les choses en ordre? Alors, c'est clair que l'ami de Fatima, dans sa firme juridique, n'est pas du tout un expert en cybersécurité, ce n'est pas un expert en informatique. Par contre, il a récemment eu l'occasion de participer à une grande conférence dans le domaine humanitaire qui s'appelle la RightsCon. Et durant cette conférence, en fait, il a eu la chance de rencontrer du staff du Cyber Peace Institute. Et il se dit tout de suite, mais écoute Fatima, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les contacter parce qu'ils sont vraiment là pour apporter de l'aide aux populations vulnérables victimes de cyberattaques. Alors, du côté du Cyber Peace Institute, vous vous doutez bien, avec cette attaque d'ampleur internationale qui est en train de se dérouler, les demandes d'assistance, les demandes d'aide sont en train d'affluer en lien avec cette attaque de ransomware. Et on a Adrien qui est en charge de l'équipe d'assistance. Il est en train de scruter toutes ces demandes qui arrivent sur la boîte mail et sur les différentes plateformes. Le Cyber Peace Institute peut être contacté au travers d'emails, mais aussi à travers de channels WhatsApp, Signal. Le but étant vraiment d'avoir une diversité de moyens de contact. Et dans toutes les demandes qui sont en train d'arriver, finalement, aujourd'hui, on n'a aucune qui atteint le seuil qui a été défini par l'Institut pour déclencher son mécanisme de réponse aux attaques, son fameux réseau de cybervolontaires. Quelque chose qu'il faut comprendre avec le Cyber Peace Institute, c'est que même si n'importe qui peut consulter l'Institut et contacter l'Institut pour demander de l'assistance, en fait, tout le monde ne va pas recevoir une assistance directe de la part du Cyber Peace Institute. Comme je vous disais en introduction, sur la partie d'assistance, un des objectifs est de coordonner les efforts d'assistance et vraiment de partager ou de faire suivre des demandes spécifiques à des acteurs déjà présents, à des acteurs locaux. Alors, dans les exemples d'assistance qu'on va recevoir, on va recevoir des universités européennes qui demandent de l'aide, qui sont victimes. Alors, c'est sûr, pour les universités européennes, on va les rediriger sur des capacités nationales de cybersécurité. On a le CERT, en France, on a Nancy, en Suisse, on a aussi des domaines équivalents. On reçoit aussi des demandes d'ONG, de pays industrialisés, des États-Unis par exemple, qui ont accès à des providers de cybersécurité, qui ont accès à des associations locales qui vont faire de la cybersécurité. Donc, toutes ces demandes-là, finalement, sont juste redirigées vers des partenaires que le Cyber Peace Institute possède et ce sont des partenaires de confiance. Mais en voyant arriver la demande de Happy Helpers, Adrien, il se dit quand même, OK, là, il y a un truc qui est un peu différent, notamment un des critères qui est retenu, c'est la complexité d'atteindre des services de cybersécurité dans la région. Et l'autre part, c'est le fait que la vie de personnes est vraiment mise en danger sur l'indisponibilité de ressources vitales comme l'eau et la nourriture. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la réaction qui va se passer du côté du Cyber Peace Institute? On est vraiment dans une phase de gestion de crise. Donc, Adrien va présenter le cas à la cellule de crise Wreck-Web qui a été mise en place à l'Institut. Et il n'y a pas vraiment de doute dans ce cas que le cas de Happy Helpers rentre parfaitement dans les cases. Et la décision est prise d'activer le processus de réponse du Cyber Peace Institute, ce fameux réseau de cybervolontaires. Alors, au travers d'une plateforme digitale, une plateforme sur le web qui permet de coordonner les requêtes, les demandes, une requête d'assistance part au réseau de cybervolontaires présents dans la région entre la Syrie et le Liban. Avant, je vous parle beaucoup de ce réseau de cybervolontaires. Je pense quand même juste 2-3 mots là-dessus pour vous donner un peu de contexte. Alors, ce réseau de cybervolontaires, qu'est-ce que c'est? C'est des volontaires. Donc, par définition, les volontaires, c'est des gens qui ne vont pas être payés, qui vont donner de leur temps pour travailler en collaboration avec le Cyber Peace Institute. L'idée qu'on a avec ce réseau de cybervolontaires, c'est d'avoir des équipes qui sont regroupées dans différents pays et qui vont travailler ensemble. Pourquoi cette proximité dans le pays est importante pour nous? Pour la contextualisation.
Vous le savez, on ne va pas aborder un problème de façon identique, que ce soit une histoire de langue, que ce soit une histoire de culture. Également, un élément hyper important, c'est la confiance. C'est la relation de confiance. Quand j'ai un problème en cybersécurité, je vais me tourner vers quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc, par défaut, on va plutôt se tourner vers quelqu'un de sa communauté. Donc, ça va être très important d'avoir ce réseau de cybervolontaires qui est proche des potentiels bénéficiaires de l'assistance du Cyber Peace Institute. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important pour ce réseau de cybervolontaires, en fait, c'est d'avoir des équipes multidisciplinaires. On pense souvent, et clairement pour moi c'est à tort, on pense ça, quand on a un problème informatique, quand on a une cyberattaque, ça concerne uniquement des gens de l'IT. Alors bien sûr que ça va concerner des gens du système informatique, de la sécurité informatique, mais pas que. On a les gens qui font du support informatique aussi, qui vont devoir être engagés pour par exemple patcher, corriger, mettre en place des correctifs sur les systèmes informatiques, mais aussi tout un aspect de communication. Vous pouvez vous rendre compte qu'une petite ONG comme Happy Helpers, elle reçoit ses fonds uniquement de donateurs, qui sont peut-être des privés, qui sont d'autres associations, des organisations, des entreprises privées. Il faudra communiquer vers elle. Il faudra expliquer, OK, on est en train d'être victime d'une cyberattaque, quelles sont les mesures qu'on est en train de prendre, rassurez-vous, vos fonds sont en sécurité, ne vous inquiétez pas, on est en train de mettre en place toutes les mesures nécessaires. Une petite ONG n'aura absolument pas ces capacités au sein de son équipe pour faire ce type de communication. Donc là aussi, le réseau de cybervolontaires va apporter cette connaissance pour faire la communication. L'aspect juridique, on voit de plus en plus en Europe, on connaît bien la GDPR, mais le Liban est en train de mettre en place aussi une loi très similaire au GDPR. Une petite organisation doit aussi comprendre les enjeux qui sont liés à la protection des données, à la protection des données de leurs propres bénéficiaires, de leurs partenaires, des donateurs, pour éviter d'avoir des amendes. Vous doutez bien, là aussi, si on commence à utiliser l'argent des donateurs pour payer des amendes parce qu'on n'a pas été capable de respecter le cadre législatif du pays dans lequel on se trouve, ça va être compliqué pour continuer les opérations. Donc, c'est un peu vraiment cette structure de ce réseau de cybervolontaires. Donc, dans un pays, des équipes multidisciplinaires, certains sont des universitaires, certains sont des personnes travaillant déjà dans leur domaine et dans d'autres entreprises, avec vraiment l'objectif de contribuer à la prévention, à la réponse à incidents et au suivi du cas. La prévention est super importante parce que vous le savez, en créant cette prévention, en discutant avec les gens, on va créer la confiance. Et c'est beaucoup plus facile de répondre à un incident quand on a déjà ce lien de confiance et on sait dans quelle organisation, quand on connaît l'infrastructure dans laquelle on va apporter la réponse à l'incident. Alors, le réseau de cybervolontaires aussi, quand on parle de volontaires, il y a tout un enjeu, c'est de se dire, OK, mais comment on fait pour garder ces gens motivés à faire du volontariat ? Et c'est vrai. Et je pense qu'un des grands aspects qui est très important pour nous au sein du Cyber Peace Institute, c'est vraiment tout ce qui est en anglais, on va parler de capacity building, finalement tout ce qui est l'aspect de la formation, d'augmenter la connaissance des personnes membres du réseau. Alors, au travers de formations, au travers de certifications, au travers d'exercices, au travers de conférences qu'on va organiser avec eux, l'objectif est aussi d'apprendre et d'apporter à ces personnes des avantages pour leur vie personnelle, pour qu'ensuite ils peuvent venir directement en aide à la communauté qui les entoure. Finalement, le Cyber Peace Institute, on n'a pas du tout la vocation à être une boîte de consultants qui apparaît, qui règle le problème et qui repart. C'est vraiment plus dans la construction d'un réseau, la construction de la confiance et vraiment d'apporter de nouvelles connaissances aux membres du réseau pour qu'ils puissent devenir autonomes par la suite. Voilà, ça, c'est un peu le fonctionnement du Cyber Volunteer Network. Alors, grâce à cette proximité, vous vous doutez bien, dans notre cas avec Happy Helpers, on va pouvoir revenir rapidement finalement à la normale. En moins de 48 heures, on est capable de mettre en relation les volontaires dans la région avec l'équipe de Happy Helpers, avec vraiment l'objectif de travailler de concert avec le personnel de l'ONG pour rétablir les fonctions vitales. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est rétablir ces fonctions vitales pour pouvoir recommencer la distribution de nourriture, pour pouvoir réacheminer de l'eau à ces réfugiés qui sont dans les faubourgs de Syrie, par exemple dans la région d'Alep. Un autre élément qui va être clé de ce réseau de cybervolontaires, dont je ne vous en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, ça va être la collecte de données. C'est-à-dire que pour être capable de faire l'accountability, pour être capable que l'équipe de Lockman sont capables de faire leur travail d'investigation, de suivi, dont elle va tout de suite vous parler, l'important c'est d'avoir des données qui viennent du terrain. C'est d'avoir des données qu'on sait collecter. Donc, on a vraiment en place des processus de collecte d'informations de ces cyberattaques qui vont respecter une approche forensique, qui vont être des processus reconnus, des processus fiables de transmission de l'information pour ensuite pouvoir finalement mettre en place tout ce processus d'accountability et d'analyse des données qui va être faite par l'équipe de Lockman.
Donc voilà un peu cette première partie, cette réaction sur le terrain, sur la réaction suite à un incident par le Cyber Peace Institute. Et je passe la suite à Lockman pour vous raconter la suite de l'histoire. Donc, suite à cet incident et quelques semaines après que l'assistance team ait mis en place sa réaction à l'incident avec la mise en relation entre son réseau de volontaires et puis l'ONG qui a subi cette attaque, notre CTO, Bruno, qui était d'ailleurs la personne qui était censée présenter et que je remplace, qui est impliqué dans plusieurs observatoires, dans plusieurs groupes de parole, des groupes de travail, va en fait être mis dans une situation où on va lui proposer de faire une analyse un peu plus approfondie de cette attaque-là pour en comprendre les tenants et aboutissants, avoir une idée claire de comment cette attaque s'est propagée, quelles sont les sources de cette attaque, pourquoi elle a eu lieu et qu'est-ce qui aurait pu être mieux traité. Et donc, ça passe par en fait un processus de conversation d'un côté entre notre équipe d'analystes et puis d'autres boîtes de forensique à travers le globe qui elles-mêmes ont pu analyser ces phénomènes-là et qui du coup considèrent que l'événement auquel on a été confronté est un événement suffisamment important avec des leçons à retenir qui requiert du coup une analyse un peu plus approfondie. Et donc, dès le moment où on a ce feu vert-là, on va commencer à se mettre dans l'optique de faire une analyse qui va être beaucoup plus poussée et technique. Donc, pour ce faire, on va en fait activer ce qu'on appelle le consortium, qui est en fait ce groupe je dirais de boîtes du privé, du public, des universitaires, qui sont en fait vraiment une sorte de conglomérat d'individus avec des intérêts concordants, mais des approches très différentes. Et on va mettre en place en fait une sorte de conversation transparente sur les outils d'analyse qu'on souhaite mettre en place et comment en fait on a envie de développer notre analyse. Donc un exemple de partenaire possible, ce serait par exemple des partenaires privés, des grosses boîtes de cybersécurité. Ça peut être aussi des partenaires publics, typiquement l'ANSSI, qui aurait accès à certaines données qui sont des données sensibles par essence, mais qui nous permettraient d'accéder à ces données-là dans l'optique de faire cette analyse-là. Ça peut être aussi des open source intelligence, ce qu'on appelle l'OSINT. Et puis, quelque chose qui est très propre au Cyber Peace Institute et qui n'est possible que quand on a un pôle d'assistance, ça va être aussi les témoignages de victimes. Réussir à réintégrer le témoignage de victimes dans l'analyse de l'attaque et par conséquent réhumaniser en fait ces cyberattaques-là. L'idée étant que c'est la combinaison de tous ces composantes qui nous permet d'avoir une vision complète d'un incident. Et c'est uniquement quand on a vraiment toutes ces différentes perceptions qu'on arrive à comprendre exactement, rigoureusement, ce qui a pu induire cette succession d'événements qu'on a pu observer sur le terrain. Quelque chose qui est très important après cette analyse-là, c'est réussir en fait à redonner des infos et d'un côté éduquer et puis aussi informer sur exactement comment une attaque comment l'attaque s'est déroulée et comment elle s'est propagée dans le réseau. Et donc ça passe par, je dirais, deux axes qui sont deux axes très importants pour nous. Il y a d'un côté un axe orienté plus sur des posts de blog avec la visée de faire en sorte que ces attaques-là puissent être compréhensibles pour des gens qui n'ont pas nécessairement de bagage technique, qui n'ont pas nécessairement une appétence même pour le cyber, mais qui sont quand même des gens qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre par le cyber. Et comme Fabien l'a très bien montré, on voit que les ramifications d'une attaque peuvent être virtuellement infinies. Donc, on a en fait des liens là où on ne s'y attend pas. Le cyber n'est pas uniquement sur le cyber et le cyber a un impact sur le monde réel, comme on l'appelle. Et puis, donc ça, c'est la première partie du travail, c'est vraiment de développer des visualisations, des représentations qui sont des représentations intuitives et qui permettent quand même d'avoir une compréhension de ce qui s'est passé. Ça passe aussi par une succession une liste de leçons à apprendre de cet incident-là. Et donc là, on est aussi dans quelque chose qui nous permet de faire de l'éducation avec vraiment cette idée à terme que ça doit être compréhensible pour des gens qui n'ont pas cette appétence technique. Et puis, on a d'un autre côté des rédactions un peu plus techniques qui doivent être transparentes. Ça veut dire vraiment la volonté de rendre ces travaux-là peer-reviewed et par conséquent la possibilité de les reproduire
avec un accès à certaines données qui sont des données qu'on rendrait publiques dans ce cas précis. Et vraiment cette volonté de développer une architecture qui est une architecture rigoureuse. À l'heure actuelle, c'est très très difficile de trouver des analyses forensiques qui ne sont pas des analyses qui sont soit obscures parce que les jeux de données ne sont pas présents et par conséquent on ne peut pas reproduire le même effort d'analyse forensique, ou bien qui dépendent de la confiance qu'on donne à la firme de cybersécurité en question. C'est-à-dire qu'on va avoir des analyses qui vont arriver directement sur les conclusions, décrire grosso modo la méthodologie, mais on va avoir très peu d'analyses qui proposent vraiment un processus transparent de A à Z. Et c'est une des idées derrière ce travail-là aussi. Ça va être de développer des manières de partager nos analyses, nos méthodes d'analyse, et puis aussi faire en sorte que certaines personnes qui le souhaiteraient puissent reproduire ces résultats-là et puissent vérifier la validité de nos résultats. À noter que toutes les données qui sont partagées le sont bien sûr selon des critères de sécurité bien détaillés et qui du coup dépendent d'une norme qu'on a mis en place et sur laquelle on travaille en interne, avec vraiment l'optique du coup de ne pas partager des données sensibles, mais quand même de donner accès à des données qui sont des données qui peuvent être intéressantes avec l'optique d'analyser ces résultats-là. Donc, c'est les deux points en fait de communication qui sont importants et de restitution à la communauté qui nous apparaissent importants. Un autre point qui pour nous est vraiment très important et qui est aussi à mon avis une des raisons pour lesquelles le Cyber Peace Institute est je dirais, est une institution assez unique, une organisation assez unique, c'est dans cette volonté aussi de comprendre les impacts et les ramifications qu'a pu avoir une attaque sur les individus qui l'ont subi. C'est-à-dire vraiment mettre l'emphase sur les victimes et ne pas adopter je dirais le positionnement, le référentiel usuel qui est utilisé par les analystes en cybersécurité, qui consiste à regarder comment l'attaque s'est passée du point de vue de l'attaquant. Et donc vraiment, en fait, d'une certaine manière, inverser les frameworks de représentation avec l'idée de développer à la fois des outils théoriques qui nous permettent de quantifier l'impact d'une attaque chez certains individus. Donc là, on est dans toute cette mouvance game theory ou même à la limite de l'assurance. Hein. Vraiment, on essaye de voir comment une cyberattaque a pu impacter les victimes. Et puis aussi, réussir à rehumaniser la cyberattaque en mettant en avant ces témoignages-là et en donnant un espace où les victimes peuvent témoigner pour aussi éduquer le public parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore cette indifférence à certaines attaques et cette impression que ces cyberattaques ne concernent pas la majorité des individus. Et en fait, réussir à réhumaniser ça par l'intermédiaire de ce genre de témoignages, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment envie de développer des outils d'analyse qui sont à différentes échelles, donc à différents niveaux de granularité, pour après réussir à vraiment avoir quelque chose qui peut être lu par un technicien comme il peut l'être par sa grand-mère. C'est vraiment, grosso modo, la manière que j'ai de le résumer. Bon, pour l'instant, ma grand-mère ne comprend pas exactement ce que je fais, mais c'est vraiment vers quoi j'essaye de m'orienter. Donc, si je devais vraiment résumer les 3 points qui sont articulés autour de l'accountability, en fait, pour que la paix puisse être possible, on a envie d'un côté qu'il y ait une transparence des acteurs et une responsabilisation, une transparence des acteurs et surtout de leurs engagements, de manière à ce qu'on puisse retracer les engagements qui sont annoncés par les acteurs. On a envie qu'ils aient aussi une responsabilité par rapport à ce qu'ils proposent. Et cette responsabilité n'est pas nécessairement uniquement de l'ordre de la promesse. Hein. C'est vraiment des responsabilités des gages de qualité qui sont essentiels sur le cyber. Et puis, une possibilité d'avoir vraiment une responsabilisation des actes. Donc, vraiment pouvoir avoir ce prisme de lecture par lequel on regarde quelles ont été les annonces qui ont été faites et quels ont été les actes dans la pratique, et vraiment pouvoir comparer ces deux différents points avec l'idée vraiment d'articuler une réflexion qui, d'un côté, regarde ce qui s'est passé du point de vue le plus objectif, hein, on ne fait pas de l'attribution, et puis après,
rentrer dans quelque chose qui est plus dans la comparaison par rapport à ce qui a été annoncé et voir où est-ce qu'il y a des dissonances. Ce qui m'amène au troisième pilier qui est l'advancement. Bon, ni moi ni Fabien sommes membres de cette équipe-là, donc je vais essayer de la détailler. N'hésitez pas à envoyer un mail, on va vous donner un mail à la fin si vous avez des questions sur ces thématiques-là, et puis nous-mêmes, on sera très contents d'y répondre. Mais l'idée vraiment derrière l'advancement, c'est voir comment on peut pérenniser et améliorer l'état du cyber par l'intermédiaire de deux pôles, je dirais. Il y a d'un côté, en fait, cette volonté de contextualiser, et ça passe par des approches de géopolitique, vraiment réussir à comprendre pourquoi une attaque a émergé de la sorte, pourquoi elle s'est propagée de cette sorte-là, et comment on peut essayer de recontextualiser ça dans une stratégie globale qui est adoptée par certains acteurs. Et puis aussi, d'un autre côté, je dirais, plus juridique, avec l'idée d'utiliser en fait, de voir si les normes existantes réussissent à imbriquer les contextes réels auxquels on est confronté, et dans le cas contraire, réussir à faire je dirais, de la prospective avec l'idée de réussir à construire des nouvelles réglementations, des nouvelles normes, et générer des nouvelles normes pour réussir à avoir je dirais, un cadre juridique qui permet de prendre en considération certaines de ces attaques-là qui sont dans un flou. Et donc ça, c'est le dernier pilier, qui est vraiment un pilier sur le long terme et qui est en fait un pilier essentiel pour faire en sorte que le cyber peace soit réalisé que la paix soit réalisée sur l'univers cyber. Donc c'est le dernier pilier. Et en fait, c'est quand on combine ces trois piliers qu'on obtient, je dirais on réussit à avoir vraiment une vision globale de quelles sont les différentes activités qui sont les nôtres. Donc, je te repasse la parole, Fabien. Oui, merci. Non, c'est très bien résumé. Merci, Lockman. Donc, ouais, j'espère qu'on a pu vous donner un peu une meilleure compréhension aussi, un peu au sens pratique, comment le Cyber Peace Institute s'articule vraiment au travers de ces trois fonctions, l'assistance, l'accountability et l'advancement, qui finalement, vraiment, comme Lockman vient de le dire, quand on met les choses bout à bout, quand on est capable de comprendre ce qui se passe sur le terrain, quand on est capable de discuter avec les victimes, comprendre ce que les victimes ont ressenti et pas seulement regarder du point de vue de l'attaquant, on va pouvoir ensuite analyser l'entier de ces données qu'on va collecter avec l'objectif ensuite de faire avancer, évoluer les normes grâce à des évidences, grâce à des faits qu'on peut démontrer qu'on a pu collecter sur le terrain. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du Cyber Peace Institute aujourd'hui. Comme on est en train de se créer, ça fait maintenant une année que ça a été lancé, mais on est en train toujours de fabriquer nos services. Donc on est toujours ouvert aussi à des collaborations, que ce soit avec le secteur privé, le secteur académique, société civile, organisation internationale. Donc, si vous avez un intérêt, que ce soit la partie consortium, partie technique, ou plutôt sur la partie assistance, vous avez notre mail d'équipe ici, info@cyberpeaceinstitute.org. Vraiment, n'hésitez pas, on est toujours ouvert à discuter et trouver des possibles axes de collaboration avec les autres organisations. Merci à toutes et à tous pour votre attention, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup Fabien et Lockman. C'était très intéressant de voir avec la représentation du cas, comme ça permet de bien se représenter concrètement de quoi on parle. Nous avons eu quelques questions, alors je le rappelle à tous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat afin que je puisse les transmettre à nos intervenants. Moi, pour commencer, j'avais une question. Combien de cas à peu près traitez-vous pour avoir une idée de volumétrie, que ce soit par an? Enfin, du coup, par an, oui, ça fait un an que le Cyber Peace Institute est créé, mais combien avez-vous de personnes ou de structures à accompagner? C'est une très bonne question. Alors, pour revenir un peu aussi sur l'histoire du Cyber Peace, c'est vrai qu'il a été créé il y a un an. Maintenant, la majorité de l'équipe a commencé printemps-été. Donc, on est tout frais. Peut-être un petit mot pour dire, on a lancé une initiative en juin qui s'appelle Cyber for Healthcare, qui en fait connecte des entreprises ou des associations, organisations actives dans le monde de la santé qui luttent contre le Covid. Et on va les mettre en relation gratuitement avec des acteurs de la cybersécurité avec qui on a fait des partenariats. Donc, on a par exemple Unisys, Rapid7, Microsoft. Aujourd'hui, on a environ une dizaine de cas qui sont en fonction actuellement, qui sont en train d'être gérés par nos partenaires sur l'initiative Cyber for Healthcare, sur une centaine de demandes qu'on a reçues depuis juin.
Bien sûr, la majorité des demandes n'ont pas abouti. Soit c'était un individu qui demandait de l'aide pour lui, donc a été redirigé. C'était des fausses demandes où ça ne matchait pas finalement le contexte de Cyber for Healthcare. Et du coup, enfin, ça fait une très bonne transition avec le Covid. Quel a été même si de ce que je comprends, la majorité des activités ont été sur les derniers mois, mais est-ce que vous avez vu un impact particulier de la pandémie sur l'augmentation? On l'a vu, alors c'est vrai d'un point de vue purement sécurité qu'il y a eu une augmentation, ne serait-ce que des tentatives de phishing, des noms de domaines frauduleux qui ont été enregistrés, des campagnes de ransomware, etc. Est-ce que vous l'avez ressenti ou il n'y avait pas, enfin, c'était pas plus que d'habitude? Du coup, donc c'est une bonne question et c'est une question que beaucoup de gens se posent à l'heure actuelle. Il y a pas mal de publications qui sortent sur Archive tous les 3-4 jours et qui du coup utilisent des données différentes pour dire des choses différentes. Euh, je dirais que la chose c'est très dur à l'heure actuelle de vraiment dire s'il y a eu une augmentation du nombre d'attaques d'un point de vue avec une approche qui est rigoureuse statistique, parce qu'on sait qu'il y a un décalage d'environ 9 à 11 mois entre le moment où les campagnes d'attaque commencent à se mettre en place et du moment où on commence à la comprendre et on arrive à l'analyser. Ce qu'on a observé, néanmoins, avec différents jeux de données, c'est qu'il y a un plus gros focus sur ces questions-là, qu'il y a certains du coup ransomware qui sont très orientés sur la Covid, avec vraiment des mots-clés qui sont des mots-clés qui sont en lien avec la Covid. J'ai encore un peu de mal à dire la Covid, mais il y a des moments où je risque de switch au masculin. Mais l'idée, c'est que, en fait, on a analysé 3 différents jeux de données et on a observé 3 choses différentes. Dans l'ensemble, ces 3 tendances ont l'air d'indiquer qu'il y a vraiment une effervescence des attaques sur le cyber et que le cyber est vraiment, enfin, pardon, sur le healthcare et donc sur les hôpitaux, sur les cabinets de médecins, et que par conséquent, on est vraiment dans une situation où la pandémie a ouvert des nouvelles portes d'attaque et a permis en fait à certains attaquants d'adopter des stratégies qu'ils n'adoptaient pas au préalable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut dire sans trop de risques. Après, parler d'un point de vue plus statistique et dire oui, on pense qu'il y a vraiment une augmentation dans les faits, c'est difficile parce qu'il y a aussi un biais du fait que les gens se réalisent beaucoup plus qu'ils sont attaqués et qu'il y a eu aussi un focus sur la cybersécurité des hôpitaux parce qu'on a vraiment réalisé que les hôpitaux étaient des infrastructures euh, extrêmement importantes et que c'était des infrastructures qui devaient être protégées mieux qu'elles l'étaient au préalable. Donc voilà, je pense qu'on aura des réponses d'ici quelques mois, mais que ce n'est pas complètement absurde de dire qu'il y a eu une augmentation des attaques. Effectivement, je pense qu'on peut parler de mutation enfin, de la façon dont les pirates aussi ont su être agiles face à la crise, tout comme les entreprises, on parle beaucoup, les mots-clés qui reviennent ces derniers mois, c'est agilité et résilience. Et je pense que, comme tu disais, Lockman, il y a effectivement, généralement, les attaques sont faites enfin, sont préparées. Il y a toute la phase de reconnaissance qui est très importante et qui est largement en amont du jour de l'attaque. Et encore, il y a le jour de l'attaque et le jour où on s'en rend compte, qui sont encore 2 choses totalement différentes. Mais je pense que oui, pour adapter certains ransomware ou certaines campagnes de phishing ou d'autres, hein, parce qu'on parle de ces attaques-là, parce que elles sont quand même distribuées en grand nombre, mais il y en a plein d'autres, et de toutes sortes, je pense qu'il y a une certaine agilité. Et très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour. Il y avait quelques autres petites questions sur l'échange par rapport à l'ANSSI. Vous y avez partiellement répondu, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est seulement un souhait d'avoir des échanges avec des institutions de ce type, que ce soit ANSSI, NISA ou d'autres structures étatiques, ou c'est des choses qui sont déjà en place sur certains sujets, sur des périmètres bien définis? Alors, la question de l'ANSSI est assez facile à répondre parce qu'on a des personnes de notre staff qui viennent de l'ANSSI. Donc, la réponse est oui, une collaboration existe. Les collaborations sont en train d'être mises en place aussi. Ça va dépendre des équipes. C'est clair que, comme vous l'avez entendu avec l'approche de Lockman, c'est plutôt une partie gestion des données, réception des données, analyse forensique, où chez nous, on va plutôt être sur l'appréhension des victimes et la compréhension des victimes. Donc, tous ces partenariats sont en train d'être mis en place. Et c'est vrai qu'il se joue à tous les niveaux, que ce soit avec voilà, des organisations comme l'ANSSI et la NISA. On a aussi quelqu'un de l'ENISA par ailleurs.
et la société civile. Donc, c'est vrai que sur la partie assistance, on a un très grand pilier de travailler avec les sociétés civiles. On a peut-être entendu parler de Access Now, il y a TIPCERT, Civicert, toutes ces organisations avec qui on discute aussi pour la suite. D'accord. Donc, il y a quelques questions, on va dire, un peu plus structurelles sur le Cyber Peace Institute. Comment, du coup, tout ça s'organise? Parce que vous disiez, vous êtes maintenant une vingtaine, etc. Comment se finance le Cyber Peace Institute? Alors, c'est très facile. Aujourd'hui, le Cyber Peace Institute est uniquement financé par le secteur privé. Donc, le lancement a été financé à très grande majorité par Microsoft, Hewlett Packard Foundation, Mastercard, Facebook aussi fait partie des fondateurs qui donnent de l'argent pour le financement. Dans l'approche du Cyber Peace Institute de rester neutre, aujourd'hui, par exemple, la question des fonds étatiques est exclue. Donc, ça va vraiment être tourné vers le secteur privé. D'accord. Nous avons une question sur la notion de responsabilité des victimes que j'étais en train de lire pour vous la reposer, mais qui est donc sur la définition, oui, quel est enfin, comment aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup que le sujet de l'attribution est par exemple un sujet complexe. Comment déterminez-vous le rôle de la victime là-dedans et le fait de ne pas avoir une aide qui ne lui serait pas destinée ou comment évaluez-vous proprement le cas? En tout cas, il y a quelque chose à prendre en considération. En fait, une des choses qu'on observe sur le terrain, c'est qu'il y a une très grosse méconnaissance et que cette très grosse méconnaissance se gère assez facilement. On ne parle pas nécessairement d'avoir des supports de défense très complexes, dépendre d'un antivirus dernière génération. On parle par exemple du fait d'avoir un mot de passe qui est le même pour cinq différents sites et qui est 1, 2, 3, 4. C'est généralement ce genre de choses qu'on observe en fait et qui sont des vulnérabilités qui sont très faciles à gérer et qui passent par de l'éducation. Donc il y a une partie aussi, il y a un volet du travail qui est aussi à l'échelle de l'éducation et je pense que Fabien peut beaucoup plus en parler parce que ça s'apparente à une des tâches qui est propre à l'assistance. Oui, exactement, c'est juste. Donc, dans la partie assistance, si vous vous rappelez, il y a deux fonctions aussi, enfin deux projets, on peut dire. Donc, on a toute une partie d'outils promotionnels de sensibilisation à la cybersécurité qui est vraiment ciblée pour des petites ONG, par exemple. Et puis, avec ce réseau de cybervolontaires, donc on a vraiment trois étapes dans ce réseau de cybervolontaires. La première partie, c'est vraiment la prévention. Donc, l'objectif, c'est toujours le même, c'est d'éviter que les attaques arrivent, hein, la réponse sur incident et le suivi des cas avec ces organisations. Donc, dans cette partie prévention, on attend vraiment aussi des cybervolontaires, nos volontaires, qui sont proactifs, qui vont au contact des différentes organisations sur le terrain et qui vont leur proposer des formations de sensibilisation, qui vont leur proposer de mettre en place des posters, qui vont proposer de faire des exercices. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui est hyper important. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on est tous citoyens de ce monde numérique, de ce monde digital. Donc, n'importe qui a une responsabilité. Tu parlais, Lockman, de ta grand-maman. Si nos grands-mamans, elles commencent à relayer des fake news entre leurs copines, etc., il y a aussi un rôle ici de propagation de fausses informations, de risques dans le cyberespace. Il ne faut pas oublier que n'importe qui est acteur. On essaie souvent de dire « Ah, mais ce n'est pas mon problème, c'est le problème des États, il y a des sociétés privées qui s'en occupent. » Mais finalement, même nos grands-mamans ont une carte à jouer dans cette responsabilité face à la propagation des cyberattaques dans le cyber. Ouais. Et du coup, vraiment, quelque chose sur lequel il faut mettre l'emphase, c'est que la majorité des attaques qu'on observe ne sont pas des attaques très sophistiquées. Et que du coup, beaucoup de ces choses-là pourraient ne pas avoir lieu juste avec une éducation de base. Et donc, il y a vraiment un enjeu à faire en sorte d'identifier où sont les problèmes auxquels peuvent être confrontés. Et c'est généralement des populations vulnérables, c'est des populations qui sont sous-représentées pour faire en sorte de… En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que ça sécurise tout le monde. Et que c'est quelque chose qui peut être un peu contre-intuitif, mais le fait de prodiguer vraiment ces conseils de base et donner un cadre où n'importe quel usager d'Internet a en fait une compréhension infime de ce qu'il fait, permet d'améliorer l'état du web pour tout le monde. Et donc, en fait, ça rend la situation un peu absurde parce qu'on dit c'est si peu de travail pour
tellement de gains. Pourquoi ça n'a pas encore lieu? Et c'est parce que c'est compliqué à mettre en place et on essaye de pallier à ça avec du coup les équipes de volontaires, avec une toolbox, si j'ai bien compris, et qui sont en fait différents produits qui vraiment visent à, à être des vecteurs de communication pour ces populations qui sont des populations qui peuvent être isolées et qui n'ont pas nécessairement accès à cette éducation de base. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. Enfin, je suis assez d'accord et je pense que c'est un constat qui est largement partagé dans notre écosystème, qui est que l'éducation reste quand même l'une des clés de voûte euh, de la cybersécurité, même si il y a beaucoup d'attaques, euh, certaines sont sophistiquées, d'autres le sont beaucoup moins, comme on disait, sur du simple phishing. Avant de faire une dernière transition, il y a une petite question, si on peut répondre rapidement pour rester dans les temps, de quelqu'un qui nous demande à qui et si le Cyber Peace Institute reporte à quelqu'un ou est-ce que, il est totalement indépendant? Alors, la structure du Cyber Peace Institute, est donc, on a un CEO qui est Stéphane Duguin, qui était précédemment chez Europol. On a une présidente, Marie Tché, qui était au Parlement européen avant. Et ensuite, on a un executive board auquel on va répondre. Et après, on a un advisory board à côté. Donc, on a vraiment une structure, effectivement, qui fait on va répondre. Enfin, c'est plutôt voilà, la structure, comment fonctionne le Cyber Peace Institute. Et alors, j'en profite parce qu'effectivement, il y a quelques questions qui arrivent au fur et à mesure et elles sont aussi intéressantes. Comment vous vérifiez la fiabilité, si on peut dire ça comme ça, des cyber volontaires qui se présentent? Ouais, c'est une hyper bonne question. Bah, c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est quand on va engager un cyber volontaire, on va l'engager au nom du Cyber Peace Institute. Donc, c'est vraiment l'approche. Donc, il y a tout un processus déjà de recrutement, finalement, un peu similaire au monde corporate. L'idée, c'est de faire passer des tests, par exemple, à certaines personnes. Euh, Après, c'est aussi de rencontrer, c'est de discuter avec ces gens et plutôt de travailler sur un réseau de confiance. On a l'habitude, par exemple, en Europe, en tout cas en Suisse, je pense qu'en France, ça se fait beaucoup aussi, on va demander le casier judiciaire aux gens. Euh, alors, c'est une notion, par exemple, qui va être très compliquée. Travailler avec le CICR, par exemple, à Jérusalem, quand vous allez demander à quelqu'un de produire un extrait de casier judiciaire, cette personne va devoir se rendre dans un poste de police. C'est compliqué, ça va mettre cette personne en lumière. Et il va falloir vraiment adapter ses processus de recrutement aussi aux différentes régions du monde. Donc, l'idée, c'est vraiment plutôt de travailler sur un réseau de connaissances, de réseau d'experts en qui on a confiance pour vraiment faire un peu cet assessment des gens. Et après, l'autre élément de fiabilité, qui est peut-être plutôt la fiabilité professionnelle, ça va être aussi au travers de formation et ça va être le suivi des cas aussi par les experts de l'Institut pour accompagner les volontaires. Voilà, j'espère que ça répond un peu à la… Très bien. Merci beaucoup. J'en profite du coup pour… ça fait une très bonne transition sur la conclusion. On voit que le cyber, c'est un sujet qui est quand même très vaste, que ça touche beaucoup de personnes, notamment que ce soit des hôpitaux, que ce soit des pouvoirs publics, etc. Je pense que… je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Est-ce que vous voyez le programme des conférences? Oui, c'est bon. Parfait. Vous avez le programme des conférences que l'on a pour finir l'année 2020. Peut-être que ça sera affichant en petit sur votre écran. En tout cas, n'hésitez pas à le consulter. Il est disponible sur tous les réseaux sociaux de l'AEGE, sur le site internet, là où vous avez dû vous inscrire pour cette conférence. Donc, pareil, même format. Certaines, avec la petite icône rouge, sont en ligne, comme celle de ce soir, qui est la première de la liste. Toutes les autres qui seront en présentiel seront soit rediffusées généralement a posteriori en replay, soit on va tenter de faire un live pour que vous puissiez y assister en même temps que l'audience en présentiel, et puis on verra comment la pandémie évolue. En tout cas, je remercie beaucoup tous les participants. Je vous remercie Fabien et Lockman pour cette intervention qui était très intéressante. Merci d'avoir pris du temps. Le replay sera donc disponible sur la chaîne YouTube TV AEGE à partir de lundi. Et puis, nous vous invitons du coup à venir aux autres conférences tout au long de l'année. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup pour l'invitation, Jérôme. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Avec plaisir. Belle soirée. Merci, bonne soirée.